Près d'un milliard d'enfants seront maltraités ou menacés par la précarité dans 15 ans selon l'UNICEF. Les enfants ont un droit, des droits qui ne sont pas toujours respectés. Nous ferons le point sur la situation des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire dans une poignée de minutes. Selon le bilan 2015 des interventions du groupement des sapeurs-pompiers militaires, les accidents de la circulation représentent plus de 60% des cas d'intervention. Cette année, lors de la 5e journée africaine de la sécurité routière, l'OSER sensibilise avec les guides religieux. En Haïti, 6 millions d'électeurs étaient dans les urnes. Les Haïtiens vont choisir entre 27 candidats à la présidence et doivent compléter le Parlement par l'élection de 16 sénateurs et 25 députés. Madame, Monsieur, bonsoir. Si rien n'est fait, près d'un milliard d'enfants seront maltraités ou menacés par la précarité dans 15 ans selon l'UNICEF. Les droits les plus fondamentaux des enfants sont bafoués dans la plupart des pays. De nombreux facteurs politiques, économiques, sociaux, culturels, ethniques ou religieux propres à chaque pays ont un impact différent sur l'enfant. Même si des progrès ont été accomplis ces dernières années, la situation des enfants dans le monde est encore préoccupante. La pauvreté reste le principal facteur de violation des droits de l'enfant et entrave gravement les droits à la vie, à la santé, à l'eau, à l'alimentation ou encore à l'éducation. Aujourd'hui, journée internationale des droits de l'enfant. Quelle est la situation de l'enfant en Côte d'Ivoire? Pour le savoir, suivons ce dossier de Amik Sissoko. L'enfant, le droit à la vie, le droit à la naissance, le droit à l'épanouissement, le droit à l'éducation, le droit à une protection parentale et autres. 27 ans après l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant, il est encore constaté des violations des droits de l'enfant. Et enfant, tout être humain âgé de moins de 18 ans, selon la Convention relative aux droits de l'enfant. Ce complexe socio-éducatif dans la commune de Yopougon accueille des enfants victimes de maltraitance, d'exploitation économique, d'abus sexuels et autres. Depuis 2014, il a reçu environ 130 enfants. Les filles constituent plus de la moitié. Le jour de fête, je suis partie prendre une photo. On dit après 2 semaines, une semaine de venir prendre photo là. Ce qui est arrivé là, il ne m'a pas donné photo là. Puis il a tiré ma main ici, puis il m'a violée. Il dit si il dit, il va me tuer. Un jour, il partait à l'école. Il était 8 heures, il était en retard. Ma tante dit de laver l'assiette avant de partir à l'école. Ça dit si elle revient de l'école, elle lavait. Ça dit non. Puis elle m'a chicoté et fait sur mon dos. Quand son mari venait, elle expliquait à son mari. Alors son mari aussi m'a frappé. Il m'a soulevé puis m'a laissé tomber à terre. Je suis resté en coma pendant 5 jours. Les premiers auteurs proviennent généralement de la famille. Quelquefois, c'est le neveu, ou le cousin, de papa, de maman et autres d'abord. Et ensuite, quand nous sortons à la communauté, les voisins. Et dehors, ça peut être peut-être un passant. Les enfants en situation de handicap n'échappent pas au phénomène. Eux aussi sont victimes de violations de leurs droits. Malheureusement, nous constatons que certains enfants en situation de handicap sont encore cachés. Certains enfants n'ont pas droit aux soins appropriés. Certains n'ont pas droit à l'éducation. En Côte d'Ivoire, près de 2 millions d'enfants ne sont pas scolarisés. Un enfant sur 3 n'a pas d'acte de naissance et est exposé au risque de malnutrition selon l'UNICEF. Ce sont là des violations des droits de l'enfant que les populations ignorent. En Afrique, frapper, battre un enfant fait partie de nos habitudes, des habitudes de nos parents. Alors que éventuellement c'est des actes à bannir. Donc nous allons dans la communauté, nous les sensibilisons. Coups et blessures, attouchements, viols, travaux forcés ou toute autre forme de violence envers les enfants ont des conséquences néfastes sur leur développement et sur la société. S'ils ne sont pas pris en charge convenablement de manière psychologique, dans leur développement psychosocial, il peut y avoir des perturbations et des fois plus graves sont des enfants qui vont devenir des délinquants. On parle de la délinquance juvénile. Dans l'intérêt des enfants, le souhait des parents est que les coupables subissent la rigueur de la loi. C'est bon qu'on les punit. Parce que là, ça peut donner encore des leçons aussi à des autres, ceux qui sont dans des cas qui violent les enfants. Pour améliorer la situation de l'enfant, en plus de la Convention relative aux droits de l'enfant, la Côte d'Ivoire est signataire de plusieurs autres conventions. Elle a aussi adopté plusieurs textes de loi.
Parmi eux, la loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants. La loi sur l'école obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 16 ans. Du chemin a été parcouru, mais des étapes restent à franchir. En ce qui concerne les enfants, le taux de scolarité a augmenté de façon très considérable. Nous sommes à plus de 70% d'enfants scolarisés. Les taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans ont aussi diminué de façon notable. Cependant, il y a encore des grands défis. Il faut savoir que le palu, la diarrhée et la pneumonie sont jusqu'à présent les premières causes de mortalité en Côte d'Ivoire. Selon la ministre Efrazi Kwasi-Yao, des efforts restent encore à faire aussi bien du côté du gouvernement, des ONG que des populations pour protéger les enfants. L'État peut prendre toutes les lois. L'État peut avoir tous les bons programmes possibles. Si la communauté ne collabore pas avec nous, l'État ne pourra plus rien faire. Le combat pour le respect des droits de l'enfant concerne au premier chef les enfants eux-mêmes. C'est la position du Parlement des enfants. On ne prend pas en compte la vie des enfants lors des prises de décision qui les concernent. Donc c'est au vu de tout cela qu'on a décidé de créer le Parlement des enfants. Donc le Parlement des enfants mène des actions de sensibilisation auprès des parents et des enfants sur les droits et devoirs des enfants. Le règlement à l'amiable, l'impunité, la lenteur des procédures judiciaires, la non-dénonciation des violences sont les principales raisons qui freinent encore le respect des droits de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant est célébrée le 20 novembre de chaque année. Les accidents de la route occasionnent en moyenne 600 morts et 13 000 blessés chaque année en Côte d'Ivoire, où 94% de ces accidents sont dus à des facteurs humains selon des statistiques effectuées en 2015. Si aucune mesure n'est prise, les accidents de la route passeront au 5e rang des causes de décès à l'horizon en 2030. C'est la journée africaine de la sécurité routière aujourd'hui. Lozère tire la sonnette d'alarme. Pas seulement, l'Office de sécurité routière implique les religieux dans la lutte. Devi Soyo, Malika Koulibaly. C'est alarmant. 600 personnes meurent chaque année sur nos routes dans des accidents selon Lozère, l'Office de sécurité routière. Des accidents de la circulation souvent liés à des facteurs humains. Les accidents de la route sont causés par la mauvaise conduite des chauffeurs. Bon, souvent l'excès, l'ivrogne, les feux ne sont pas respectés, les codes de la route ne sont pas respectés. Les heures de pointe, les chauffeurs sont pressés de faire la recette, donc ils conduisent très mal. Non-respect des règles de la circulation, excès de vitesse, mauvais état des véhicules, bref, le mal est profond. 6 000 accidents de la route sont enregistrés par an en Côte d'Ivoire. Et pour y trouver des solutions, Lozère appelle les guides religieux au secours. Sensibiliser avec vous la population pour qu'il y ait moins d'accidents, parce que les accidents laissent des orphelins. Ça laisse des veuves, ça laisse quand même pas mal de traces. Tout ce que nous pouvons, c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour que tout un chacun soit inspiré et guidé sur le droit chemin pour qu'ensemble on puisse éviter ces accidents nombreux. Ce geste nous permet d'interpeller tous les croyants, de quelque confession que nous soyons, de savoir que le danger qui guette notre monde aujourd'hui, en d'autres termes, les accidents de la route, est l'affaire de tous. En tant que croyants, en tant que dirigeants spirituels, depuis notre famille jusque dans les églises, nous devons être adeptes de la précaution. En plus des hommes religieux, l'association des femmes monitrices d'auto-école de Côte d'Ivoire, FEMAUSI, est aussi sur le terrain. Aux conducteurs, aux transporteurs en commun, on leur dit qu'ils ont leur vie, ils ont la vie de leurs passagers. Donc il est strictement interdit de prendre le téléphone au volant. Et je pense que le message passe. Avec les femmes, le message passe toujours. Les accidents de la route, un triste constat qui a amené l'Union africaine à instaurer la journée africaine de la sécurité routière. Une journée pleine d'espoir pour le premier responsable de Lozère. Nous comptons beaucoup sur les responsables religieux, les autorités des différentes confessions religieuses pour prendre leur part dans la lutte contre la délinquance routière, en s'imprégnant effectivement de la problématique de la sécurité routière
pour délivrer régulièrement des messages de sensibilisation pour que l'insécurité routière puisse être freinée sur nos routes. Cette 5e journée africaine de sécurité routière coïncide avec la commémoration de la Journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la circulation décidée par l'ONU. À la COP22 à Marrakech, plusieurs conventions ont été signées pour trouver des solutions au réchauffement climatique. La Côte d'Ivoire opte pour les énergies renouvelables. Le pays a prévu de doubler son potentiel électrique d'ici à 2020 en passant des 2000 MW produits aujourd'hui à 4000 MW. La Côte d'Ivoire développe un plan de production destiné à privilégier bientôt l'hydroélectricité et les énergies renouvelables sur le gaz. Mamadou Kouassi revient de Marrakech. Bientôt, une centrale solaire photovoltaïque de production d'électricité en Côte d'Ivoire. Un ouvrage qui sera réalisé dans le département de Korogo et fonctionnel début 2018. D'un coût d'investissement d'environ 24 milliards de francs CFA. Cette centrale solaire, une initiative marocaine, va produire 25 MW. Chose qui devrait renforcer la capacité de production énergétique de la Côte d'Ivoire. Vous aurez une centrale photovoltaïque solaire qui va produire de l'électricité pour la région qui sera intégrée et injecté dans le réseau. Une convention a donc été signée entre les parties, à travers le ministère de l'Énergie et du Pétrole et l'entreprise marocaine. La Côte d'Ivoire se réjouit très fortement de cette signature parce qu'elle nous permet d'enclencher un programme massif du gouvernement de la Côte d'Ivoire, de construire non seulement des unités de production solaire, mais aussi des unités de production de biomasse, et même d'encourager surtout l'autoproduction. La Côte d'Ivoire, dans sa volonté de s'inscrire dans le mix énergétique, à travers la production d'énergie renouvelable, une convention tripartite a été signée entre l'Association ivoirienne des énergies renouvelables, une organisation de la société civile ivoirienne et les entreprises internationales. La Côte d'Ivoire aspire à devenir un pays émergent à l'horizon 2020 et bien évidemment cela appelle à l'union de toutes les intelligences. Nous, la nôtre, elle est du côté de l'énergie verte et donc nous œuvrons au quotidien à la promotion et au développement de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Il s'agit de la réalisation de plusieurs projets verts dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Pour développer des projets d'éclairage public solaire performants, notamment sur le pont Houphouët-Boigny et le pont Général de Gaulle. Des projets pilotes qui sont censés démontrer que l'éclairage public solaire peut fonctionner, des climats très chauds, aussi des climats très froids. Ces différents engagements des autorités ivoiriennes et de la société civile permettront à la Côte d'Ivoire de s'inscrire dans la nouvelle dynamique, cette dynamique de lutter contre le réchauffement climatique. L'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne sur la table du dimanche à Magazine. Le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur en a parlé avec Alvorassa à 13h. Écoutons un extrait de l'intervention de Stéphane Akangui sur la question. L'objectif, c'est de baisser les droits de douane sur un certain nombre de produits importés de l'Europe. Malheureusement, les véhicules n'en font pas partie. Ce que nous avons fait, ce que les négociateurs ont fait, c'est de classer les produits en 4 catégories. Les biens sociaux, qui seront libéralisés très vite, les intrants, qui seront libéralisés dans 5-10 ans, et les produits finis, qui seront libéralisés dans 20 ans. Et parmi les produits qui ne seront jamais libéralisés, figurent notamment les véhicules, parce que nous avons estimé que les véhicules ont un fort pouvoir fiscal et nous ne voulions pas, en négociant, en libéralisant les véhicules, mettre à mal le budget de l'État de la Côte d'Ivoire ou le budget de l'État des pays d'Afrique. Alors, les médicaments, pour nous, dans notre zone, quand je parle de notre zone, je parle de l'UEMOA, sont des produits sociaux. Donc, ce sont des produits que l'on a intérêt à libéraliser pour qu'ils soient le moins chers possible pour le consommateur. Cependant, pour un pays comme le Ghana et le Nigeria, ils ont des industries. Donc, ce n'est pas qu'un produit social, c'est un produit qu'ils fabriquent. Donc, ils ont souhaité que certains médicaments soient protégés. Donc, il y a eu d'énormes discussions et donc, finalement, on est parvenu à un accord. L'essentiel des médicaments sont libéralisés, ils sont déjà à 0%. En termes de droits de douane, et certains médicaments qui ont un potentiel à être développés dans la région sont exclus de la libéralisation.
Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso ont signé la convention de la mise en place du Conseil international consultatif du Cajou lors du Salon international des équipements et des technologies de la transformation de l'ANACAD, un salon qui a drainé 12 000 visiteurs. Noël Niagnou. Le CIETA, entendez, Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD édition 2016. C'est fini. Sur le tableau des acquis, au commencement, la signature de la Convention sur la mise en place du Conseil international consultatif du Cajou, un outil de portée stratégique. Au niveau de la recherche et de l'innovation, nos chercheurs et autres innovateurs pourraient échanger, se mettre ensemble, améliorer la technologie de transformation du Cajou. Au niveau du financement, nous pourrions assister à une sorte d'échange entre les acteurs économiques pour aborder très concrètement la question de l'investissement et du financement dans le secteur. Nous espérons que la plateforme nous permettra, de transformer la structure même de notre économie. Cette convention a reçu l'aval de la majorité des pays africains producteurs de cajou. Mandat est donné à la Côte d'Ivoire d'abriter le siège, d'assurer le secrétariat technique et de conduire l'opérationnalisation de la structure. Autre fait significatif de ce salon édition 2016, la remise de chèques aux transformateurs locaux. Un encouragement aux investisseurs et privés à investir dans la transformation du cajou parce que créateur d'emplois et de richesses. 1500 tonnes d'anacarde permettent de créer 500 emplois directs, notamment dans le milieu des femmes et des jeunes. Imaginez si nous arrivons à transformer ne serait-ce que 500 000 tonnes de notre production, ce qui est pratiquement la moitié de la production à l'horizon 2020. C'est autant d'emplois. Je ne parle même pas des emplois indirects et des effets induits. CIETA 2016, un rendez-vous riche en rencontres scientifiques et d'affaires. Au plan scientifique, il y a eu 16 panels au cours desquels il y a eu des échanges sur l'économie de la filière, l'économie de la noix de cajou, l'économie de la transformation et des plans d'affaires entre hommes d'affaires ivoiriens et hommes d'affaires d'autres pays, je vais parler du Vietnam, de l'Inde, ont été signés. Une somme d'actes qui a comblé les attentes des équipementiers et des pouvoirs publics. Nous repartons assez édifiés et nous pensons pouvoir jouer notre rôle le plus efficacement possible dans l'encadrement de nos populations productrices de l'anacarde. C'est une très bonne organisation, sur le plan d'organisation bien sûr, sur le plan de contenu et surtout la participation de plusieurs pays. Le CIETA 2016 en chiffres, c'est 12 000 visiteurs contre 4 500 en 2014, 29 équipementiers, dont 13 venus d'Asie et d'Europe. Les Jeux de la francophonie vont se tenir en juillet prochain. Aujourd'hui, l'heure est à la mobilisation de fonds pour parachever l'organisation de cet événement sportif. C'est autour d'un dîner gala que PDG, diplomates, présidents d'institutions se sont retrouvés pour accompagner l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. Le reportage de Gabriel Zani. Pendant que les infrastructures sportives sont en cours d'achèvement, les organisateurs des 8e Jeux de la francophonie recherchent les fonds à l'Hôtel Ivoire pour réussir l'organisation. Samedi soir, au Palais des Congrès, un parterre de diplomates, de présidents d'institutions et d'hommes d'affaires ont été invités à associer leur image au plus grand événement sportif francophone. Distingués invités, ce gala est le vôtre. Ce gala est le ciment qui unira le public et le privé pour un succès que nous voulons éclatant des 8e Jeux de la francophonie. Venez nous soutenir. Venez nous soutenir, phrase alléchante, glamour, soirée illuminée, mise en scène, prestations d'artistes de renom. Les choses ne sont pas faites à moitié dans cette soirée dédiée aux partenaires. Nous sommes heureux de participer à la mobilisation des ressources pour une réussite des Jeux, pour le rayonnement même de la Côte d'Ivoire. Nous avons donc participé à l'organisation de cette soirée, effectivement, et je pense que nous allons accompagner également les Jeux. Les avantages de la plateforme des 8e Jeux sont vantés aussi par le chef du gouvernement. Distingués invités, l'événement donc est mondial, il est grand, il est soutenu.
avec ce magnifique gala. Que la pêche, je vais dire la pêche financière, soit fructueuse et que la fête soit belle. Je vous remercie de votre aimable attention. Mais Daniel Kablan-Duncan n'en reste pas là. Il ouvre la vente aux enchères en s'offrant un tableau à 4 millions de francs CFA. Son exemple est aussitôt suivi. Un deuxième tableau part à 3,5 millions, un quatrième à 4 millions et un maillot signé d'un joueur international à 6 millions de francs CFA. C'est un tableau qu'on va naturellement mettre au siège de notre holding comme participation primaire pour les Jeux de la francophonie. Un dîner gala transformé en une pêche financière pour emprunter les mots du chef du gouvernement. Toute chose qui révèle que le pari de la réussite de l'organisation des Jeux se joue en ce moment et demande des sommes colossales. Avec 4000 athlètes de près de 80 pays francophones, 2000 invités, les 8e Jeux de la francophonie ne seront pas seulement du jeu, mais du challenge. La promotion du genre est aussi au cœur des préoccupations du gouvernement de 2017 à 2020. Plusieurs stratégies seront menées pour accompagner la politique du genre. L'Observatoire de l'équité du genre, lui, doit mobiliser 2 milliards de francs CFA pour mener à bien sa mission. Éric Goury. Les femmes sont de plus en plus présentes dans tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. À Abidjan comme à l'intérieur du pays, elles s'assument. C'est le résultat de la politique de genre du gouvernement ivoirien. Ici, nous sommes au marché d'Agboville. Les femmes sont à la tâche. Non loin, une visite inopinée dans une coopérative où les premiers rôles sont joués par elles. Dans mon entreprise, j'ai plusieurs rôles. Alors, vas-y. Déjà, je m'occupe des pesées, des cacao qui arrivent de la bourse. Oui. Mais avant ça, c'est moi qui lance les camions pour aller chercher les cacao, les sacs de cacao en bourse. À ce poste, j'ai remplacé un homme et je fournis plus de résultats. Moi, je m'occupe de tout ce qui est dans le magasin, tout ce qui est gestion de stock ici. Nous, on récupère, moi, je me charge de récupérer tous les papiers qui reviennent avec les camions. Et après ça, on enregistre. Et après ça, on passe à l'analyse. C'est pour donner plus d'outils à la structure étatique en charge de l'égalité entre hommes et femmes qu'un atelier de réflexion se tient à Agboville. L'Observatoire de l'équité et du genre, ONEG, veut apporter des stratégies qui vont booster le genre en Côte d'Ivoire. C'est à nous de faire en sorte que les dispositions qui consacrent l'égalité de genre et la lutte contre les discriminations dans notre Constitution deviennent des réalités. Plusieurs recommandations ont été également faites lors de cet atelier pour mener à bien la politique du genre dans notre pays. Prendre en compte le genre, c'est quoi? C'est prendre en compte les besoins spécifiques des hommes et des femmes. La Côte d'Ivoire se situe à ce niveau parce que la question du genre est très vaste. L'intégration du genre dans les plans, projets et programmes, le suivi et évaluation de la situation chaque année est une priorité pour l'Observatoire de l'équité et du genre. L'Abissa bat son plein à Grand Bassam, l'Abissa qui a été découvert par les femmes, des femmes à l'honneur, des femmes actrices de conjuration des calamités. Victoria Ngouan au cœur de la fête. La femme témoin de la révélation de l'Abissa et actrice de la conjuration des calamités. Elle était à l'honneur le mercredi. À cette occasion, une rencontre a eu lieu entre les femmes et la reine-mère au Palais Royal. À noter la participation de l'épouse du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Une fois sur la place de l'Abissa, c'est la ronde autour de l'estrade des instruments de musique, la danse face aux tribunes, des spectateurs et des autorités. Ce mercredi est consacré à la femme et c'est elle qui a découvert l'Abissa pendant sa célébration par les génies. Une histoire campée par les enfants quand il y a les médailles. Donc c'est la danse de la révélation de l'Abissa que nous vous présentons actuellement. Une journée consacrée à la femme pour aussi montrer son importance. Chez l'Enzima, comme en général en pays à Caen,
la reine-mère est la détentrice du pouvoir politique. Nous avons démontré par des rythmes de danse comment cette femme Mbavile a été témoin de cette danse dans la clairière, a apporté la danse au peuple, le peuple qui est venu regarder, et comment on lui a demandé à la même période d'exécuter cette danse, qui est une danse d'union, qui est une danse de conjuration de calamité, qui est une danse d'amour, qui est une danse de réconciliation et de pardon. A rappelé que la Bissa est une danse révélée à un membre de la famille Mbavile par des génies qui dansaient dans une clairière au milieu de la forêt. Le génie dans la tradition africaine renvoie à tout ce qui est inexplicable. 6 millions d'électeurs étaient attendus dans les urnes aujourd'hui en Haïti où se déroulent des scrutins présidentiels et législatifs partiels. Les Haïtiens ont à choisir entre 27 candidats à la présidence et doivent compléter le Parlement par l'élection de 16 sénateurs sur 30 et 25 députés sur 109. Ces élections à deux tours devaient être initiées le 9 octobre dernier, mais ont été reportées en raison du passage du puissant ouragan Matthew dans le sud et le nord-ouest du pays. Et au moins 120 personnes ont été tuées aujourd'hui dans le déraillement d'un train dans le nord de l'Inde. Au moins 200 autres personnes sont blessées. Il s'agit du pire accident ferroviaire dans le pays depuis 2010. Selon les médias locaux, le train transportait de nombreuses familles. Certaines d'entre elles se rendaient dans leur contrée d'origine pour des mariages dont la saison bat actuellement son plein dans le pays. Faisons un tour de l'actualité dans le monde. En France, nous venons de l'apprendre lors du premier tour des primaires de la droite. François Fillon est en tête avec 44,1%. Nous reviendrons sur la tournée d'adieu de Barack Obama, sans oublier la COP22 au Maroc. Un flashback sur l'actualité internationale avec Sidonie Davila. La semaine débute avec un phénomène assez rare, une exceptionnelle superlune, comme on n'en a jamais vu depuis presque 70 ans, a embrasé le ciel dans la nuit du lundi. Plus proche, plus grosse, plus lumineuse, la pleine lune, au soir de ce lundi, a été la star de la voûte céleste, offrant un spectacle inédit. La NASA parle d'une super extra-lune. Il faudra attendre le 25 novembre 2034 pour voir une nouvelle super lune. Barack Obama en Grèce mardi dans le cadre de sa tournée d'adieu à l'Europe entamée en début de semaine. Au cours de son ultime périple dans les capitales du vieux continent, le président américain s'est réjoui de la fructueuse collaboration. Il a souhaité la continuité avec son successeur, Donald Trump, qui doit hériter de la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. La Russie ne franchira pas le pas de la ratification du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le pays a annoncé le mercredi le retrait de sa signature. Il accuse la Cour de manquer d'indépendance. La Russie rejoint ainsi l'Afrique du Sud, la Gambie et le Burundi sur la liste des pays qui claquent la porte de la CPI. C'est officiel, depuis le jeudi, la RDC a un nouveau Premier ministre. Il s'agit du député Sami Badibanga. Il remplace ainsi Augustin Matata Ponyo qui a démissionné le lundi. Un acte qui s'inscrit dans le cadre de l'accord politique conclu le mois dernier, un accord qui vise à mettre fin à la crise qui secoue le pays, mais qui est rejeté par une partie de l'opposition considérée comme majoritaire. Fin des 5 jours de concertation autour du climat à Marrakech au Maroc. La 22e conférence des partis sur le climat a refermé ses portes le vendredi. Elle avait réuni quelques 190 pays. Tous ont réaffirmé leur engagement à maintenir le réchauffement climatique sous le seuil de 2 degrés Celsius et à renforcer la solidarité autour des pays les plus vulnérables au changement climatique. Menacé par un procès, le futur locataire de la Maison-Blanche a trouvé un compromis ce samedi avec les anciens étudiants de son université. Donald Trump s'est engagé à leur verser 25 millions de dollars, environ 13 milliards de francs CFA à titre de dommages. Au nombre de 6 000, ces ex-étudiants estiment avoir été floués sur les formations dispensées à prix d'or par la Trump University, qui n'était pas habilitée à délivrer des diplômes.
Après une campagne marquée notamment par 3 débats, l'heure est désormais au verdict pour les candidats de droite. Le premier tour a eu lieu ce dimanche. C'est un vote de grande ampleur. Plus de 10 000 bureaux de vote ouverts, 81 000 bénévoles pour les tenir. À l'issue du vote qui oppose 7 candidats, 2 d'entre eux seront qualifiés pour le deuxième tour dimanche prochain. Et c'est François Fillon qui est en tête avec 44,1%. Il est suivi par Alain Juppé avec 28,4%. Nicolas Sarkozy vient malheureusement en 3e position avec 20,7%. Ici en Côte d'Ivoire, Williams Villassé crée la surprise en battant le champion en titre de l'AS Standa lors du match de lancement de la Ligue 1. C'était hier au stade Robert Champrou d'Abidjan-Marcory. L'AS Standa, le champion en titre, s'est incliné 1-3 face au WAC. Le Williams Civil Athletic Club n'a pas raté ses débuts dans l'élite de notre football. Pour son tout premier match de la Ligue 1, le WAC a tout simplement terrassé le champion en titre l'AS Standa 3-1. Un succès qui ne surprend pas Koné Abakar, le président du club. C'est une première réussite, commencer ce championnat-là par une victoire et contre une grande équipe comme Standa. Vraiment, je tire le chapeau à mes enfants et je remercie le Seigneur pour ça. Après avoir ouvert la marque sur pénalty à la 15e minute de jeu, Pakwasi Diallo Romualda, son capitaine, le WAC perd son gardien titulaire Dante El Hadj pour faute de main hors de sa surface à la 20e minute. Le coup franc sifflé est magistralement exécuté par Issa Sanogo qui arrache l'égalisation pour Tanda à la 24e minute. Mais le champion en titre ne profite pas de sa supériorité numérique. Et le WAC se réorganise bien. Après la pause, c'est le WAC qui prend le jeu à son compte. Et la suite est une affaire de coups de pied arrêtés, orchestrée par Poué Jean Morel. À la 61e minute, il envoie Sangaré Badra chercher le cuir au fond de ses filets. Puis, à la 65e minute, il le crucifie encore en enroulant bien sa frappe. 2 coups qui scellent la victoire du WAC à la grande joie de son coach. C'est un début de championnat. Le championnat il sera long, mais commencer un championnat avec 3 points, je pense que c'est bon à prendre. Celui de Tonda est dépité. Voilà, ce soir, nous sommes passés totalement à côté. Je suis écœuré de voir cette prestation-là. Franchement, on n'a pas décollé. Le duel des champions a tourné à l'avantage du roi de la Ligue 2. Lors de cette première journée de la Ligue 1, cet après-midi, le Mossou Football Club 1, Gagnoa 0, la SEC 4, Denguele 1 et le COE Club 1 but face au SOA 0. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.